je me mets debout, pas pour prendre de la hauteur, hein, mais c'est pour, comme j'ai des diapos, donc voilà, j'ai une complice qui va passer les diapos, on a fait un petit code, donc ce sera un petit hochement de tête si ça te va. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis ancien président de l'ISNI, j'ai donné le flambeau à Kylian, et donc j'ai rejoint ce projet qui est quand même assez riche, puisqu'on a l'occasion dans cette salle d'avoir à la fois des journalistes, des médecins, des non-médecins, des gens issus du monde de la santé. Je vois Madame Firmin-Lebaudot, bonjour Madame Firmin-Lebaudot, bonjour Madame la députée. C'est une entrée fracassante. Et donc on va pouvoir commencer à parler du topo. Alors, moi j'aimerais attirer votre attention sur ce graphique qui est absolument saisissant. Juste qu'on s'arrête 5 secondes sur l'époque que nous sommes actuellement en train de vivre. J'ai commencé ce graphique en 1740, et comme vous pouvez le voir, à l'époque, l'espérance de vie des hommes et des femmes était de l'ordre de 25 ans. Puis vous pouvez voir que nous avons un collègue anglais qui a proposé en 1796 la fameuse vaccine, le vaccin, qui, vous pouvez le concevoir, une idée qui venait d'Angleterre à l'époque, et dans cette période-là, n'était pas très populaire. À l'époque napoléonienne, tout ce qui venait de l'Angleterre était plutôt, en général, à mettre de côté, si ce n'est à détruire. Et donc, l'occasion de signaler que cette découverte qui a absolument changé le destin de l'humanité a commencé dans l'époque napoléonienne. Puis vous voyez le petit pic des guerres napoléoniennes, forcément le petit pic bleu parce qu'on envoyait les gens aller conquérir pour construire le premier empire français. Puis une autre découverte majeure, c'est Pasteur, avec la vaccine, mais surtout avec le vaccin contre la rage, mais surtout l'asepsie. Et enfin, on continue à travers les guerres mondiales, la grippe espagnole, et puis vous arrivez en 1978 avec le début des grandes campagnes de communication autour de la prévention qui ont donné lieu à certaines lois, par exemple la loi Evin en 1991, Madame Veil à l'époque quand elle était ministre de la Santé qui s'en est saisie également dans son travail contre le lobbying du tabac, puisqu'à l'époque vous savez que le cow-boy qui fumait dans les publicités était largement admis, c'était une bonne chose de fumer, c'était très à la mode, et donc il y a eu ce petit changement de paradigme. Et puis on arrive en 2024 avec plein de belles innovations auxquelles on a l'occasion, nous en tant que scientifiques, de travailler, l'immunothérapie, la thérapie génique. Est-ce la nouvelle révolution ou est-ce le virage préventif? Est-ce qu'on arrive à un stade où on n'a pas suffisamment fait grimper ces courbes? Est-ce que d'ores et déjà, il faut qu'on maintenant, on continue bien sûr l'innovation, mais qu'on ne se dise pas que la prévention doit avoir une véritable place dans les soins de tous les jours? Alors, pour évaluer la prévention et donc l'efficacité de notre système de santé, vous allez me dire, il y a l'espérance de vie. Oui. Mais est-ce que les économistes vont se servir simplement du PIB? Non, ils vont utiliser tout un tas d'indicateurs un peu savants que je ne maîtrise pas, le PIB, le produit national brut, l'indice de Gini, autant d'éléments qui fait que c'est compliqué d'évaluer un impact et que nous, quand on regarde l'espérance de vie, on est parmi les meilleurs dans le monde et en Europe. Par contre, quand vous regardez sur votre droite l'espérance de vie en bonne santé, là on est un peu moins bon. Donc l'espérance de vie en bonne santé en France, elle est environ de 65 ans. Et vous pouvez voir ici qu'on est à peu près au niveau de la moyenne des autres pays européens. Tandis que sur l'espérance de vie pure et dure, on est premier. Donc ça montre bien une seule chose, c'est qu'en France, on vit vieux, mais on ne vit pas forcément bien. Et sur le graphique d'avant, peut-être mettre en avant aussi la révolution qu'il y a eu. J'en profite de la présence du président de la Société française de cardiologie que je salue, que je remercie d'être ici. Voilà, pour montrer que les cardiologues, on se débrouille pas trop mal, hein, il y a encore un peu de boulot, mais en tout cas, vous voyez, la courbe de mortalité cardiovasculaire a quand même diminué. La courbe de cancer est en train de diminuer. L'espérance, l'OMS prévoit que d'ici 2070, on ait une augmentation de l'incidence des cancers de l'ordre de 80%. Donc ça montre bien que le paradigme est complètement différent et qu'il faut qu'on repense la façon de vivre et de traiter les gens. Voilà. Donc voilà, donc à l'échelle de l'humanité, vous savez qu'Homo sapiens est sur Terre depuis 80 000 ans. Et je peux vous dire qu'en 300 ans, on a gagné environ 60 ans d'espérance de vie. C'est une période absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Ça n'existe pas. Voilà. Et donc forcément, le paradigme autour du soin évolue tout aussi rapidement et notre système de santé doit suivre. Donc je vous propose 3 piliers pour répondre à ce défi.
3 piliers qui ont été pensés à travers la conférence de consensus, le travail remarquable de Frédéric et des associations que vous avez pu entendre. Donc pour qu'un système de santé fonctionne bien, il doit marcher sur non pas 2 jambes, mais 3 jambes, sur 3 piliers. Il faut qu'on passe du paradigme de l'accès aux soins à l'accès à la santé. Il faut plus simplement se dire que quand j'ai accès à un professionnel de santé, j'ai forcément la santé qui va avec, mais qu'on se fixe d'autres objectifs, à travers une initiative qui est centrée sur les besoins de santé et pas forcément sur l'offre de soins. Et enfin, à travers une démocratie, ce qu'on appelle l'empowerment, qui est une démocratie augmentée, qui va être dans une politique de décentralisation, donner plus d'essor, plus de degrés de liberté à d'autres acteurs, notamment issus du territoire et des collectivités. Alors, pour repenser ça, j'ai 10 minutes pour vous modestement essayer de penser la refondation du système de santé. Vous allez voir que c'est un petit challenge, mais je vais essayer d'y tenir. Il faut commencer par penser à la gouvernance. La gouvernance, je vais me mettre là pour avoir un peu de recul. La gouvernance, ça passe déjà par un tampon institutionnel clair. Donc, c'est-à-dire proposer une loi sur 5 ans, et non pas forcément sur 1 an. Je vois les députés qui sortent des débats épineux du PLFSS qui sont en ce moment. Il faut qu'on ait une vision sur 5 ans et pas simplement sur 1 an. Il faut qu'à travers cette loi ambitieuse d'orientation et de programmation sanitaire qu'on a appelée la LOPS, elle soit fixée sur 5 ans et pas sur 1 an, parce que ça permet, si vous voulez, d'avoir une vision et d'avancer dans le système avec de véritables objectifs sanitaires et centrés sur la santé publique. Cette LOPS, elle serait votée au Parlement pour une durée de 5 ans, et ça permettrait de donner ce tampon institutionnel qui permettrait à l'État de pouvoir avancer et lui-même de se réorganiser en 2 organes. Le premier étant un organe qui serait centré sur des missions de santé publique, comme vous pouvez le voir. Alors il y a le CDC, c'est une forme d'organisation anglaise que je vous invite à consulter. Et un autre pôle d'évaluation qui serait plus de type un peu HAS, sur les produits et services de santé, élargi aux produits de santé et avec un département qui serait dédié à l'innovation. Il faut penser cette réorganisation parce qu'on a l'organe central, l'État-providence, d'ailleurs qui n'est peut-être plus tant un État-providence, mais peut-être un État, on va dire, salvateur, on pourrait peut-être l'appeler comme ça, qui a besoin d'une organisation aussi territoriale, et donc décentralisée. Et donc pour ce faire, on vous propose, peut-être je vais passer directement à la diapo d'après pour que ce soit plus clair. Merci. On vous propose une nouvelle organisation. Alors vous allez voir, l'idée n'étant pas de dynamiter les ARS, hein, je sais que la tentation est grande, mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous proposer une nouvelle façon de penser les choses qui est plus tournée autour de l'initiative citoyenne, un peu plus décentralisée, et basée sur finalement des collèges représentatifs. Donc on partirait sur 4 types de collèges. Le collège des institutions hospitalières et médico-sociales, le collège des libéraux à travers les URPS, le collège des institutionnels des citoyens et puis des élus locaux. Comme vous pouvez le voir, en fait, ces différents collèges répondent eux-mêmes à des missions différentes et donc ont des leviers d'action qui sont différents. Vous prenez les collectivités locales, quoi de mieux que de les intégrer dans les projets quand on parle de santé environnementale. Moi, en tant que cardiologue, c'est vrai que la santé environnementale, j'y suis un peu sensibilisé, mais j'en suis pas expert. Et c'est vrai que je vais pouvoir difficilement demander est-ce qu'il y a un aménagement de mon bâtiment pour qu'il y ait moins de pollution, pour qu'il y ait moins d'exposition à un pathogène, etc., etc. Moi, je peux déjà essayer de combattre le tabagisme. T'as 3 minutes, Guillaume. Hein, c'est ambitieux, mais je vais y tenir. Je peux essayer de tenir 3 minutes, mais je peux essayer de montrer, enfin de prendre, pas de sous-entendu, je peux essayer de prendre aussi à bras-le-corps le défi de la prévention que sont les maladies cardiovasculaires. Donc ces 3 collèges avec, comme vous pouvez le voir sur le côté droit de la diapositive, un chapeautage par les préfectures en région et en département. Deuxième axe, c'est de proposer un véritable service public territorial, donc centré autour en fait de territoires, et l'idée, ça serait de construire 300 territoires de santé qui seraient vraiment des espaces
institutionnel de discussion entre différents acteurs. Et l'idée étant de décloisonner notre système de santé, c'est de faire participer à la fois les médecins, à la fois les infirmiers, enfin, tous les professionnels de santé, mais pas que, les initiatives aussi des usagers, des patients, pour construire en fait une offre de santé qui est cohérente, non pas avec l'offre, mais avec les besoins de santé qui évoluent. Et aujourd'hui, on sait que les besoins de santé sont maîtrisés aussi par les usagers, c'est-à-dire les patients. Les patients qu'on oublie très souvent dans les débats autour de la vision de notre système de santé, il faut qu'on les mette dedans. Donc voilà, c'est des territoires de santé qui permettent cette convergence et qui sont réévalués tous les 5 ans par l'État, parce que l'État a un vrai rôle en fonction de l'évolution géographique. Merci. Ces services publics territoriaux de santé, ils répondent à 2 missions globales que vous avez compris maintenant, le soin et la santé publique. Évolution. Alors, un des leviers qui est absolument indispensable, je me permets une petite métaphore, encore une fois, cardiologique. Je pense que c'est hyper important qu'on trouve de vraies périodes pendant lesquelles on puisse dépister les maladies chroniques, les prendre en charge, et en fait, finalement, qu'on agisse un peu comme des pacemakers. C'est-à-dire de surveillance, je me permets, parce que j'ai aussi des confrères cardiologues dans la salle, il faut qu'on arrive à trouver en fait ces espaces de soins où on est sûr et certain de pouvoir faire un bilan de santé et de voir les gens. Donc il y a 2 espaces globalement, vous y êtes tous passés, il y a l'école, il y a le travail. Et c'est vrai qu'en termes de santé au travail, il y a une dynamique qui n'est pas là. La médecine du travail n'est pas assez prégnante, on n'est pas assez dépisté, et pourtant on est à peu près sûr que 100% de la population qui travaille aurait la possibilité de se faire suivre et d'avoir des dépistages de maladies précoces, et d'ailleurs de suivi de maladies chroniques. Donc, pour ce faire, il faut un petit peu dans l'état d'esprit qui a été décrit auparavant, il faut qu'on rende, je me permets de le dire comme ça, hein, de rendre ces lettres de noblesse à ces spécialités qui sont trop souvent boudées aux ECN, parce que pas forcément très attractives, et parce que, tout simplement, pas forcément sanctionnées dans les examens. Guillaume. On est bon, on est bon. La médecine du travail, c'est une médecine qui doit être santé au travail. Passe au financement parce qu'on ne va pas y arriver sinon. Je te jure qu'on est bon, Frédéric. La santé au travail, voilà, c'est une initiative qui doit être reprise aussi par la médecine du travail. Diapo suivante, s'il vous plaît. Tout comme la médecine scolaire, qui est du coup le 2e temps où on peut dépister à la fois les troubles de santé mentale, les troubles autistiques, tout un tas d'éléments où en fait on a des épuisettes par lesquelles passe l'ensemble de la population et qui sont des initiatives. Voilà. Mais aujourd'hui l'accent n'est pas assez mis sur ces spécialités, à la fois pendant nos études, mais derrière, et on manque de professionnels de santé. La médecine scolaire, l'avantage c'est qu'elle est plurielle, elle fait appel à des infirmiers, elle fait appel à des sages-femmes et pourquoi pas à des pharmacies qui sont aussi des relais pendant lesquels passent les patients, qui peuvent être des relais de grandes campagnes de communication et qui, dans le cadre des derniers PLFSS, maintenant, les pharmaciens peuvent vacciner et peuvent administrer certains médicaments, notamment dans le cas des cystites. C'est une évolution majeure de notre système de santé qui va, à mon sens, dans le bon sens. Le financement, parce que vous savez que tout ça, ça coûte de l'argent. On avance, s'il te plaît, merci beaucoup. Pour être efficient, un système, il faut qu'il ne finance pas 2 fois la même chose à travers 2 fonds différents. Et c'est un peu ça le problème qu'on a en France en regard d'autres pays européens, c'est qu'on a une assurance maladie qui finance à la fois, qui finance le doublement des soins. Donc nous, ce qu'on propose modestement, je ne suis pas prix Nobel d'économie, je laisse les compétences d'économie à Frédéric, mais en tout cas, nous, ce qu'on proposait, c'était vraiment d'allouer vraiment une part des mutuelles et des ménages un peu plus important aux missions dites de prévention, quand le reste des financements rentrerait plutôt dans les missions dites de soins. La frontière n'est pas toujours facile à ériger, mais en tout cas, il est hyper important que ces mutuelles et ces fonds privés participent davantage au financement des missions de prévention. Les indicateurs seront indispensables. On propose de faire des comptes de suivi de prévention qui sont réévalués de manière biannuelle, avec en fait un panier prévention qui est adaptable selon le patient.
Donc c'est un peu une carte en fait qui vous permet vous d'avoir un suivi spécialisé. Et surtout, on peut investir, ok, mais derrière il faut qu'on ait un suivi et des indicateurs, des retours sur expérience pour vous, notamment médico-économiques, pour voir si notre mission elle est impactante ou pas. On peut avancer, merci. On peut, ça en conclusion, voilà, ça reprend un peu ce qu'on disait. Donc c'est vraiment une loi en 5 ans, c'est territorialiser, uniformiser tout ça et faire de la démocratie sociale et sanitaire la priorité pour donner vraiment les axes de prévention. Hop, je finis. Dernière diapo. Pour le petit livre qu'a écrit Frédéric, que si vous n'avez pas dans votre bibliothèque, vous pouvez aller l'acheter, c'est Noël avant l'heure. Et enfin, pour une petite phrase que j'ai bien aimée, j'aime beaucoup les citations, ça c'était une citation, voilà, mais sinon c'est de se dire que, en fait, la révolution, on en rêve, je ne sais pas si on en rêve tous, mais en tout cas il faut se dire que parfois, et j'adore cette phrase, l'innovation, tout ce qui a réussi dans la vie, ça a été une désobéissance qui a réussi. Donc parfois, il faut peut-être un peu désobéir pour avancer et de se donner l'ambition de réussir et de ne pas avoir peur. Merci Guillaume, merci pour cette présentation.